Mon nom est Christina Tremblay, j'étudie en éducation spécialisée, je fais aussi l'AEC en zoothérapie. Bonjour, mon nom est Marie Pelchat, étudiante en éducation spécialisée et je fais aussi mon AEC en zoothérapie. Bonjour, moi c'est Laurent Potre-Legendre, j'étudie en éducation spécialisée et je fais l'AEC en zoothérapie. Bonjour, nous on fait cette vidéo aujourd'hui pour vous informer, vous à la maison, parents ou futurs étudiants, pour vous informer dans le fond sur qu'est-ce que la zoothérapie. La zoothérapie, ce n'est pas une profession, mais c'est une modalité d'intervention. Nous avons trouvé la définition de la zoothérapie sur la version électronique du Larousse qui dit que c'est dans le fond de la médecine vétérinaire. Cependant, nous savons que c'est vraiment pas ça la définition. Donc, dans le fond, la zoothérapie, nous autres, ce qu'on rajouterait là-dedans, c'est que c'est une intervention assistée par l'animal. Puis, dans le fond, c'est une intervention qui est structurée, orientée vers un but. Puis, ça intègre intentionnellement les animaux dans les services de santé, les services sociaux ou l'éducation. Puis en France, c'est dans le but d'obtenir des bénéfices thérapeutiques pour les humains. Cela implique des personnes qui ont des connaissances en lien avec les gens et les animaux, donc la relation d'aide ou formée en zoothérapie. Puis les interventions assistées par l'animal intègrent des équipes humains-animales au sein des services humains formels tels que la thérapie assistée par l'animal, l'éducation assistée par l'animal ou, sous certaines conditions, l'activité assistée par l'animal. Je vais vous parler plus en profondeur de l'activité assistée par l'animal, qu'on appelle communément AAA. Premièrement, c'est conduit par une équipe d'humains-animal qui peuvent travailler en lien avec un intervenant du réseau de la santé ou les services sociaux. Aussi, ça peut être un intervenant sur le plan éducatif pour travailler sur des objectifs spécifiques documentables, mais à ce moment-là, ça devient un TAA ou un EAA. Puis les buts de l'activité assistée par l'animal, c'est des buts éducatifs, récréatifs et ça a des fins motivationnelles. Je vais maintenant vous parler du EAA, qui est l'éducation assistée par l'animal, qui fait partie des IAA, soit intervention assistée par l'animal. Les caractéristiques du EAA, c'est qu'ils sont dirigés par un professionnel de l'éducation. C'est une intervention orientée et structurée avec un but planifié. Les progrès de l'élève vont être mesurés et documentés tout au long de l'intervention. Les buts de l'EAA, c'est des fins académiques, développement des compétences prosociales et le fonctionnement cognitif du client. Il y a également la thérapie assistée par l'animal, qui est aussi appelée TAA. C'est une technique d'intervention thérapeutique qui est dirigée vers un but planifié et structuré, qui est aussi fait par des professionnels de l'éducation, de la santé ou des services sociaux. Les progrès et les suivis de la personne en difficulté sont tout inclus dans les documents du professionnel. La TAA se concentre surtout sur l'amélioration du fonctionnement physique, cognitif, comportemental ou socio-émotionnel de la personne recevant ces services. Une visite animalière, ça facilite le contact entre l'humain et l'animal, et c'est quand l'animal agit seul. C'est à ne pas confondre avec les AAA. Les AAA, c'est une activité assistée par l'animal. C'est une formation qui permet aussi de faciliter la relation entre l'humain et l'animal, mais ça pilote cette relation vers un but d'intervention. Nous pouvons souvent entendre que dans le fond, les personnes pensent que la zoothérapie, c'est pas éthique, parce qu'ils croient qu'on exploite un pauvre être dépendant et que lui, il a rien demandé. Cependant, l'animal est pas obligé d'aller vers les autres, on le force jamais. Il y a tout le temps un endroit pour lui pour se relaxer, il a le droit au retrait, il a sa petite couverture ou ses choses à lui dans un coin, tranquille. Puis aussi l'animal, on le laisse aller vers les autres, puis jamais il est forcé de se faire flatter ou d'être dans l'intervention. La relation avec un animal peut comporter des dangers, mais grâce à la gestion de risques, on peut les prévenir. Par exemple, avant chaque intervention, les clients sont avisés des risques. On les informe des signaux d'apaisement du chien, tels que le bâillement. Le chien peut s'asseoir ou se coucher et le détournement de la personne. Aussi, il peut montrer les dents. De plus, les vaccins des chiens doivent être à jour et nous avons des assurances qui protègent à la fois l'intervenant, le chien et le client. De plus, il y a une triade d'intervention. Il y a 3 composantes, d'où vient le nom triade d'intervention. Il y a l'intervenant en premier lieu, l'animal sélectionné et la personne en besoin.
Voici le modèle en losange 1. C'est 4 êtres qui interviennent ensemble. On a premièrement le manieur compétent avec l'animal, ensuite la personne dans le besoin, l'intervenant en relation d'aide et l'animal sélectionné. Voici le modèle de processus d'intervention. Tout d'abord, il y a l'évaluation pour se diriger vers une planification. Ensuite, il y a l'intervention pour finir avec la fin du processus. Le processus doit être documenté à chaque étape de l'intervention. Il y a 2 profils en zoothérapie. Donc, le profil 1, c'est un professionnel formé en zoothérapie qui améliore son métier avec l'animal. La zoothérapie devient donc une autre technique d'intervention dans son métier, qui, par exemple, peut être une éducatrice spécialisée qui est formée en zoothérapie, travaille avec un chien pour travailler le concept de l'autorité. Le profil 2, ça va être une personne formée en zoothérapie mais qui agit en dehors de son champ de compétences. C'est pour ajouter une dimension animale à l'intervention et la personne va agir avec un parapo ou une paraprofessionnelle. Ça pourrait être comme par exemple une assistante vétérinaire, quelqu'un qui a fait ses études en santé animale, qui va aller en collaboration avec un physiothérapeute afin de faire une dimension animale avec une jeune femme par exemple ayant vécu un AVC. Ils vont lui permettre des activités, travailler à sa motricité fine, mais la personne formée en zoothérapie peut permettre la dimension animale lors de cette intervention. Nous trois, en tant qu'étudiantes en technique d'éducation spécialisée, on est des professionnels dans notre domaine, donc on va utiliser la zoothérapie dans notre travail, puis ça rajoute une corde à notre arc, donc on fait partie du profil 1. La zoothérapie est utilisée auprès de différentes clientèles. En voici quelques exemples. Un individu ou un groupe, une personne de tout âge présentant diverses difficultés au niveau physique, social, affectif et cognitif. Par exemple, une personne qui a l'Alzheimer, la sclérose en plaques, qui a subi un traumatisme crânien cérébral, un accident vasculaire cérébral, qui a un TDAH, une personne avec un trouble de santé mentale, autisme, et etc. Au plan psychologique, l'animal peut jouer un rôle de thérapeute. La zoothérapie aide également à une meilleure focalisation chez les enfants ayant un TDAH et elle a aussi des effets positifs sur l'aspect cognitif. Elle augmente aussi l'estime de soi, le sentiment d'utilité et la sociabilité. De plus, elle diminue l'anxiété, les comportements agressifs et agités et les comportements de retrait social. Comme effet au plan social, on peut souvent observer une augmentation de la volonté de participation, l'augmentation des interactions sociales tout simplement, ou encore plein d'autres exemples qui valorisent le lien social avec les autres puisque le chien nous permet d'entrer en relation avec les autres humains aussi. En tant que futur intervenant formé en zoothérapie, il faut faire preuve de professionnalisme et pour cela, il faut savoir faire preuve de savoir-être dans nos interventions. Et cela en gardant une distance professionnelle, en évitant des jugements de valeur. Il faut reconnaître son rôle, les compétences et les limites. Il faut être informé du cadre d'intervention, avoir des limites et avoir aussi des attentes réalistes. Il faut aussi faire preuve de savoir-faire lors de nos interventions. Et pour cela, il faut recourir à des interventions validées. Il faut faire une tenue de dossier. Il faut s'assurer de la sécurité et bien sûr se connaître soi-même. Il faut bien sûr aussi faire preuve de savoir afin d'avoir un bon développement de nos compétences. Il ne faut pas avoir peur de recourir à la supervision. Il faut bien connaître ses compétences et ses limites. Tisser un réseau de support et d'échange aussi peut être très important.